Bonjour Nicolas Domenac, bonjour à tous. Vous êtes journaliste politique, Jacques Isabello, bonjour. Co-fondateur de l'agence Corioling, Jean-Luc Manot, bonjour. Bonjour. Conseiller en communication, fondateur du cabinet Only Conseil, Sophie de Menton, bonjour. Vous êtes chef d'entreprise et présidente d'Ethique. Une bombe placée sous une voiture pour faire taire une plume. Un attentat à 2 heures de Paris, ça vous évoque quoi, Jean-Luc Manot ? Ça évoque le combat de beaucoup de journalistes dans des conditions extrêmement difficiles pour faire leur métier, que ce soit sur les sites de conflits et que ce soit dans certains pays où la liberté de la presse, ou en tout cas on ne peut pas dire de Malte que ce soit un exemple d'absence totale de liberté de la presse, mais enfin on voit bien que dans beaucoup de pays, ça reste un combat. On l'a vu en Russie, mais Malte, c'est vrai que c'est quand même une destination. Alors c'est vrai que Malte nous surprend, mais il y a dans tous les pays, même quand c'est pas une violence d'État, des gens qui ne supportent pas le travail que mène la presse. Et parfois même, ça peut arriver dans des pays extrêmement démocratiques, voire des pays comme le nôtre. Donc là, c'est une immense violence et inacceptable. Simplement, au-delà du fait lui-même, ça rappelle peut-être à l'ordre un certain nombre de gens qui, dans nos pays occidentaux, considèrent que journaliste, c'est une fonction subalterne dans la démocratie. Or, c'est une fonction essentielle. Parce que ce sont eux qui font vivre la liberté de la presse et la possibilité pour les citoyens d'être informés. On peut les critiquer, ils sont critiquables. Mais en tout cas, c'est une donnée absolument essentielle de la vie démocratique. Et je pense que quand des responsables politiques, quand des responsables économiques, quand des observateurs même, sans retenue aux journalistes et à la presse, c'est bien de leur rappeler que de temps en temps, ces journalistes-là, à la différence de beaucoup d'autres professions, peuvent payer de leur vie leur mission. Je vous entends souffler. Je ne sais pas si les téléspectateurs l'entendent aussi, mais Sophie de Menton souffle. Sans doute, parce que c'était assez fort. Oui, parce que je crois que vous parlez d'une presse un peu mythique, indispensable, qu'on aime tous, et que là, il y a autre chose qui se joue, en particulier dans cet attentat, c'est les nouveaux médias, c'est les nouvelles technologies. Elle est une blogueuse avant tout. Une blogueuse, est-ce que c'est une journaliste comme une autre ? Alors évidemment, en préambule... On va prendre le terme d'ailleurs de lanceur d'alerte, là, faire le en préambule, l'occurrence, il est bienvenu. lanceuse. Oui, le préambule est évidemment même, que c'est criminel, que c'est épouvantable, que cette femme était éminemment sympathique, courageuse, et qu'il en faut, etc. Mais on a un sujet qui dépasse tout ça aujourd'hui. Je pense que la presse aussi attire les foudres. Elle n'est pas aimée. Il faut se poser la question, pourquoi est-ce que les médias ne sont pas aimés de la population ? Ils passent en dernier, même derrière les politiques, je crois, ou juste avant. Il y a aujourd'hui... Est-ce qu'il n'y a pas une déformation de l'information ? Est-ce que c'est pas tous les jours un scoop, tous les jours un scandale ? Est-ce qu'on s'emballe pas ? Les emballements médiatiques sont épuisants. On en a 2 par jour. Les politiques finissent par courir après ces emballements. Et donc, je crois que c'est inquiétant parce qu'on assiste à un phénomène. Évidemment qu'il faut des journalistes sur le terrain et qu'on leur tire notre chapeau parce que c'est en particulier les reporters de guerre, etc. Mais l'ensemble de tout ça fait qu'il y a une saturation et une violence qui s'installe. Et je m'inquiète parce qu'on confond tout et on va arriver effectivement, là encore, à une violence supplémentaire. Là, on y est arrivé quand même, mettre une bombe sous la Oui, voiture justement. d'une blogueuse qui a menacé, je le rappelle bien évidemment, je ne sais pas si vous vous souvenez du sujet qu'on vient de passer, le pouvoir en place, et notamment celui qui parlait dans l'interview, le Premier ministre. C'était pas n'importe quelle blogueuse en plus. Elle avait quand même, pour répondre un peu à Sophie, elle avait une audience extrêmement large. Alors elle était journaliste puisqu'elle collaborait avec d'autres titres traditionnels, avec des grosses imprimeries. Donc c'était quand même pas n'importe qui. Si on regarde en Europe, finalement, il n'y a pas énormément de législation sur la corruption, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Transparency étudie le degré de corruption dans le monde. On n'a pas énormément de choses. Chez nous, on a eu la 2e loi Sapin. Et nous, dans la com, on a eu la première en 93 sur la publicité. Il n'y a pas énormément de réglementation. Donc les journalistes restent quand même
beaucoup en pointe sur ces sujets-là, et on peut le regretter, puisqu'on a vu que lors de la dernière campagne présidentielle, des sujets qui pourraient laisser ces thèmes-là revenir au devant de la scène nous ont quand même pollué la campagne. Alors pas forcément de la corruption au sens où elle peut le dénoncer dans ces thèmes-là, mais c'est très très présent. Donc les médias sont à fond là-dessus. Je pense que de temps en temps, vous faites bien de rappeler qu'on a le droit de les détester, hein. C'est le lot de la démocratie, mais qu'il y a quand même dans un tas de pays des gens qui font un travail formidable et on qui a le droit d'avoir un risquent leur vie. débat. Après, effectivement, pas d'utiliser... Ces sujets-là, après, pour conclure là-dessus, être un peu décalé, c'était, je crois, une dame assez controversée. Et Le Monde signalait hier, pour citer la source, que voilà, elle allait sur des terrains qui pouvaient toucher au physique, à l'habillement. Alors elle s'en défendait en expliquant que à Malte, les gens utilisaient beaucoup leur famille et ces aspects-là, et qu'elle souhaitait en faire partie elle souhaitait que cet aspect fasse partie de sa griffe journalistique. Bon, toutefois, on ne peut que le condamner et surtout se réjouir que chez nous, c'est quand même pas près d'arriver. Et Jean-Luc a raison, nous on l'a dénoncé pendant toute la campagne, et notamment chez vous, quand ça s'emballe et que des hommes politiques, sans se rendre compte véritablement de ce qu'ils font, à un moment appellent des gens à siffler, voire plus, rappelez-vous, il y a quand même des gens de chez Quotidien qui se sont pris des beignes, et ça c'est juste pas tolérable. Non mais... pour avoir créé plusieurs journaux afin d'introduire dans la presse des éléments critiques et des éléments de dissonance dans une profession qui consonnait beaucoup trop, je n'en suis pas moins un peu agacé, comme Jean-Luc Manot, par le fait qu'au fond, c'est un peu comme l'Europe. C'est-à-dire tout ce qui va mal, c'est de la faute de l'Europe, et tout ce qui va mal, c'est la faute des journalistes. C'est-à-dire qu'au sommet de l'État, comme chez son principal opposant, on considère que les journalistes ne font pas leur boulot et qu'au fond, ils ne répercutent pas les messages et de l'opposition et ils ne font pas leur travail, quoi. Donc, il faut rappeler à nous assez souvent que on essaye de le faire mal parfois, on peut être critiqué, mais que ce travail d'ailleurs est divers, et c'est ce que vient nous rappeler aussi ce fait divers. Il n'y a plus de journalisme écrit uniquement ou bien télévisuel. Je veux dire, le journalisme sur Internet a une force, et hélas, on en voit une des conséquences tragiques, là, et que ça n'en restera pas là non plus. Je pense que du coup, il y aura des suites. Il y a des suites qu'ils ont tout Internet contre eux, les tueurs. On va voir ce que ça va donner dans la suite, ne serait-ce que parce que Julian Assange a lancé une prime pour toute information sur les commanditaires de cet assassinat. Mais je pense que là, il y a un combat qui se mène autrement, et qu'il ne faut pas faire la fine bouche. Il faut y aller, quoi. Il faut y aller parce qu'on joue un rôle essentiel. Voilà. Et puis il y a ce fait aussi que souvent, et les précédents, on les voyait plutôt du côté de Moscou ou en Russie, et que c'est quand même Malte, on le disait, c'est à 2 heures de Paris. Donc il y a aussi cette forme de banalisation. Je rappelle, c'est quand même une bombe placée sous une voiture, c'est pas une agression physique. Même si décès une agression physique aurait été dénonçable. Oui, bien sûr. C'est vrai que ça nous choque, parce que... comment dire, Malte, c'est à tout point de vue proche de la France. Mais, je veux rajouter quelque chose, c'est que je suis frappé de voir une tendance qui fait que aujourd'hui, quand un journaliste est assassiné, quand un opposant est assassiné, il y a toute une partie de l'opinion et des observateurs qui, avant de dire que c'est inacceptable, intolérable, d'être solidaire, d'être à côté d'eux, cherchent à expliquer par le contexte. C'est-à-dire que la culture de l'excuse, qu'en général, ces mêmes personnes récusent quand il s'agit, à juste raison d'ailleurs, quand il s'agit du djihadisme, par exemple. Là, cette culture de l'excuse, elle pointe son nez. C'est le cas, là, mais pas du tout. Elle pointe son nez. Indignation générale. Et je veux dire, par exemple, on ressent la même chose sur les commentaires qui sont faits, même on peut discuter la manière dont c'est fait, sur l'hashtag balance ton porc, où, avant de s'intéresser aux victimes, on leur dit, mais enfin, comment vous exagérez un peu quand même, vous vous exprimez là, est-ce que c'est vraiment bien, etc. On peut discuter de ça, mais d'abord, on constate que des milliers de femmes interviennent et disent qu'elles ont un problème avec le harcèlement. Vous voyez, il ne faut pas d'inversion des logiques. Hein, il y a une question de hiérarchie quand même. Peut-être un mal de notre société. On va parler justement, vous allez voir que la transition est assez rapide, de l'actualité, et elle en fait partie de ces derniers jours. Elle porte même le combat des femmes, de l'exécutif dans la lutte contre le harcèlement et pour réduire le nombre de porcs en France. Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité entre les hommes et les femmes, est pourtant une icône aujourd'hui du gouvernement. On va s'intéresser à cette communication
Et pourtant, elle était considérée, il y a peu encore, comme Miss Boulette. Regardez. Il n'y a pas d'homogénéité dans la France des inégalités entre les femmes et les hommes. Si on prend par exemple les chiffres des violences sur la voie publique, vous savez que dans le nord de la France, il y a énormément de violences sexuelles sur la voie publique. Si je prends les chiffres... Pardon ? Non, je vous en prie. Dans le sud aussi, mais pas partout dans le sud, justement, c'est là que j'en viens. Par exemple, en Corse, il y a eu un viol sur la voie publique l'année dernière. Voilà, alors ça c'était avant, mais plutôt que le fond, on va s'intéresser à cette nouvelle forme. Jackie, on peut dire qu'aujourd'hui, Marlène Schiappa est l'icône du gouvernement, comme on a pu avoir dans des temps pas si passés que ça, d'ailleurs, d'autres ministres femmes de gouvernement, Hollande notamment. C'est pas le look de Françoise Giroud. Moi, personnellement, je suis assez fan de Marlène Schiappa. 0,0066% du budget, c'est 28 millions sur les 373 milliards du budget de la France. Et elle arrive à trouver sa place. Alors, c'est une jeune femme qui est une communicante, qui en plus est géographe, donc elle doit sans doute bien connaître comment on se positionne sur un mapping politique. Elle arrive à bien saisir la manière dont elle peut faire jaillir les sujets. Moi, personnellement, j'ai tout de suite été très choqué par la manière dont on a mis en avant plus son look que ses idées. Je trouve que c'est un espèce de sexisme des grands pays occidentaux comme les nôtres, que de manière insidieuse, de mettre en avant son rouge à lèvres, ses grosses boucles d'oreilles, le fait qu'elle aime bien se saper de manière sexy. Et d'ailleurs, vous le savez, elle fait 2 revues de presse, ces jeunes femmes. Nous, on a une consultante à l'agence qui s'appelle Lisa, qui fait des chroniques décalées sur la politique. Elle étudie souvent la forme pour parler du fond. Et elle a fait une chronique sur Marlène Schiappa. Et son cabinet fait une revue de presse quand on parle de son physique et de son look, et quand on parle de ses idées politiques. Et force est de constater que pour l'instant, la partie sur le look était totalement disproportionnée. C'est une espèce de... Et il y a eu une bascule, effectivement. Qui, moi, me dérange. Après, pourquoi sur le vous fond... soufflez encore Sophie de Menton, eh bien, je trouve qu'elle a une super place politique, et elle arrive à lancer, et notamment le débat qu'elle a lancé sur le traitement de la maternité à l'hôpital, je trouve a été peut-être contestable et contesté, mais très très utile pour ma part. Donnez-lui la parole, j'ai un peu plus l'impression d'être à côté du bonhomme Michelin à Clermont-Ferrand quand il Sophie était en de Menton, décadence. j'ai quelque chose. Tiens. Je suis donc le bonhomme Michelin. Alors, je note la réflexion. Justement, je vous laisse la parole, comme ça vous allez descendre un peu dans le soufflement. C'était hier à l'Assemblée nationale. On va parler effectivement de la ministre et on va parler d'un député LREM. Séquence émotion très très applaudie, comme il en est rare justement dans cet hémicycle. Regardez. Une femme sur 10 est victime de violences sexistes en France. Une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son compagnon ou ex-compagnon. Elle s'appelait Émilie, elle avait 34 ans. Elle s'appelait Nastasia, elle avait 18 ans. Madame la ministre, votre large consultation citoyenne sur les violences sexistes et sexuelles veulent dire que non, nous ne sommes pas indifférents. Ces femmes sont nos mères, ces femmes sont nos filles, nos sœurs, nos amies. Elles ne nous sont pas étrangères. Aujourd'hui, l'actualité tend à faire libérer une parole qui a longtemps été enfouie. Quel traitement pour ces mots de la presse et des réseaux sociaux qui tuent une seconde fois ces femmes et qui humilient les victimes? Allez-vous les combattre? Merci. Merci, monsieur le député. Sophie de Menton. Alors, revenons justement à celle que l'on appelle, regardez, c'est écrit sur votre petit écran, l'icône du gouvernement. Qu'est-ce qui vous fait souffler, Sophie de Menton? Non, c'est vrai que je suis assez réactive, pardonnez-moi, et que je trouvais qu'on abordait les choses d'une façon que je ne comprends pas, très traditionnelle et que je ne comprends pas. Alors pour répondre, on va prendre dans l'ordre, parce que c'est vrai que je réagis pour répondre à Jackie et à votre réflexion sur le fait de faire des commentaires sur son look. Je pense que c'est aussi un choix des femmes. Je veux dire, quand on est ministre, on sait très bien que quand on est jolie, et je ne la juge pas du tout, elle a raison ou tort, peu importe, c'est pas le sujet, quand on a les cheveux longs, qu'on a du rouge à lèvres, qu'on choisit de mettre des talons, qu'on arrive en jean, on a une ancienne que depuis ministre. quelques jours, elle n'a plus les cheveux longs, elle est redevenue dans un style, ça aussi c'est intéressant, beaucoup plus sobre, avec des cheveux remontés. Je suis une femme et laissez-moi vous dire que notre look, la façon dont nous habillons, nous coiffons selon les circonstances, fait partie intégrante de ce que nous avons envie de faire passer. Et il n'y a pas une femme qui vous dira le contraire. Je veux dire que on sait qu'il y a des moments où on peut s'habiller comme ça, d'autres pas. On sait que on va mettre une veste et... Donc là, on est en accord avec les sujets qu'elle porte aujourd'hui. Oui, alors...
Bon, ça d'abord, c'est une chose. Ensuite de ça, évidemment que le harcèlement existe. Je trouve qu'il y a une confusion sur tous les stades du harcèlement. C'est monstrueux, effectivement, de parler d'une femme violée, d'une femme tuée, de la violence conjugale. Tout n'est pas au même niveau. On a l'impression là que tout est au même niveau. Troisièmement, vous disiez tout à l'heure que le sujet était le sujet du harcèlement. Je trouve que balance ton porc, je me demande si ce n'est pas le premier sujet. Le harcèlement, on sait qu'il existe, c'est monstrueux, il faut lutter contre depuis longtemps. Les hommes le savent. Les premiers qui s'indignent dans certains grands groupes, etc., sont eux-mêmes, et ça se délie les langues dans les couloirs entre femmes, eux-mêmes des harceleurs. Donc, je veux dire, voilà. Mais moi, balance ton porc m'a éminemment choquée. Et donc, je pense que c'est plus important, cette incitation permanente à la délation, sur tous les sujets, délation des conducteurs dans votre entreprise, il faut les dénoncer, le type qui utilisait la voiture, délation fiscale rémunérée, ça avait été suggéré sous le précédent gouvernement. Je pense que cet appel à la délation est épouvantable. Et à la limite, c'est presque venu en premier, ou en tout cas à égalité. Alors, on va en reparler tout à l'heure dans l'émission, puisque Éric Zemmour a pris position justement sur ce sujet. Et on a l'interview. Alors, il ne soufflait pas, mais il a levé les yeux au ciel. Je vous dis tout. Il s'agit bien évidemment de M. Nicolas Domenech. Oui, non, parce que quand je vous entends, j'ai l'impression voilà, ça fait écho en moi ce proverbe qui dit quand le sage montre la lune, le sourd regarde le doigt. Je veux dire, en l'occurrence, oui, je voulais être plus délicat parce que en l'occurrence, c'est pas le hashtag qui est important, c'est ce qu'il a révélé, ce qu'il a mis sur scène. Je veux dire, c'est ces milliers, c'est la parole libérée de personnes, de filles. Twitter. Et vous avez vu le député homme qui a dit très justement, et c'est un signe de cette évolution-là. Nous avons des mères, nous avons des filles qui n'en peuvent plus. Moi, c'est ça aussi pour moi. Moi, j'ai une fille. Deux filles qui me disent on n'en peut plus, on en a ras-le-bol. Alors vous comprenez votre hashtag, s'il y en a quelques-uns qui morflent au passage, nous c'est tous les jours qu'on aurait de quoi porter plainte. Alors arrêtez de nous bassiner avec des précautions qui peut-être seront à prendre, mais d'ailleurs qui sont prises la plupart du temps. Mais la réalité, ce contre quoi il faut se battre, c'est ça. Alors pour ce qui est de Schiappa, il faut quand même rappeler qu'au départ, il voulait la virer du gouvernement. Il était même impossible de trouver des énarques qui veuillent aller à son cabinet. Bon, c'est vrai qu'elle a fait des gaffes au début, mais ce qu'elle a bien exprimé, ce qu'elle a bien ressenti, c'est au fond ce mouvement qui traverse la société, qui atteint la société et qui la pousse. Et elle a su prendre la vague, elle la prend très très bien, elle dit des mots, elle touche juste. Et bien alors il a eu le malheur de s'attaquer à Finkielkraut, mais avec juste raison. Marlène Schiappa, une femme avant justement d'être l'icône du gouvernement. De la pub et on revient, on va parler sécurité, grande messe et Emmanuel Macron. La médiasphère, suite et cette première, c'est à l'Élysée. Un coup de com' d'ailleurs, disent déjà certains policiers et gendarmes convoqués sous les dorures de la République pour écouter la bonne parole du président et les réformes à venir sur fond de grogne et de revendications. On parle de com', on parle d'image, mais juste après ça. Vous avez pu tous constater ce qui s'est passé hier où l'ensemble des compagnies républicaines de sécurité ont été en arrêt de maladie. Mais ils ont été en arrêt de maladie parce qu'il y a un réel malaise. Nos collègues aujourd'hui travaillent comme pas possible et on a l'impression que le ministre ne prend pas ça en compte. On n'est pas des délinquants, on est des policiers qui aimons notre travail, qui voulons faire notre travail au mieux pour assurer la sécurité des Français. Et on veut tout simplement se faire entendre sur notre façon de travailler, sur les moyens qu'on nous met à disposition et sur les moyens techniques et humains. Sur le fond, ça sera dans la République LCI dans quelques minutes. Sur la forme et la com, je voudrais votre avis. Tiens, on va commencer justement par mes amis qui sont à ma droite. Convoqués, gendarmes et policiers à l'Élysée, c'est un signe ? Écoutez, il a quand même un déficit assez phénoménal. L'ami Macron, c'est un des sujets qui m'énerve le concernant, et vous le savez, puisque on a détesté de manière majoritaire la façon dont il nous a rappelé qu'il était le chef avec un grand général qui était le général de Villiers, et il a vraiment sacrifié ce type de la pire des manières. Et est-ce qu'on est dans le même registre, justement, en convoquant gendarmes et policiers à l'Élysée ? Il a fait un exercice de com qui a consisté de manière outrancière à surjouer la posture jupitérienne du chef. Donc aujourd'hui, il est obligé de rééquilibrer et donc il surjoue
la proximité avec les policiers. Et donc, il les réunit tous ensemble. Il veut leur dire qu'il les aime, qu'il compte sur eux. Bon, de toute façon, ce ne sont pas des irrédentistes, les policiers et les gendarmes. Ils ne vont pas se rebeller demain et faire un coup d'État. On n'est pas dans... C'est souvent d'ailleurs la chance des gouvernements successifs. Mais il a besoin parce qu'ils l'ont très très mal vécu. Ils ont très mal vécu aussi la mauvaise gestion de la fiscalisation de leurs primes de pour déplacement. les CRS. Donc oui, il a besoin en termes de com de montrer qu'il est Jean-Luc Manot et Nicolas Domenac sur la question. Oui, bien sûr qu'il y a un aspect de communication, mais c'est une question qui m'amuse parce qu'il n'y a pas grand-chose en politique ou en gestion générale qui n'a pas un aspect de communication, a priori. Donc on peut toujours dire oui, c'est de la com. On verra, vous en parlez tout à l'heure. Est-ce que c'est c'est de l'image? C'est pas que de la com. Bien sûr qu'il y a une question d'image, mais en même temps, voilà des gens, je parle des policiers, qui se plaignent à tort ou à raison, souvent à raison, d'une absence de considération. Je trouve que les recevoir à l'Élysée, qui est quand même pas la maison du président de la République, mais qui est une des maisons de la République, leur montrer une certaine déférence, dans une certaine mesure, une certaine reconnaissance, c'est pas le truc le plus absurde qu'on puisse faire. Ça mérite sans doute pas un très long débat, ni une exégèse approfondie. Bon voilà, il les voit là, il leur rend dans une certaine mesure hommage. Après, il faut regarder dans le détail les éléments qui vont être annoncés aujourd'hui et qui vont être décidés. Ça, c'est le lourd. Alors, les détails, on les verra demain, bien évidemment, après les annonces du président. Nicolas Domenac, vous êtes d'accord avec Manot ? Oui, et j'ajouterais que nous avons un président jeune qui a forcément à asseoir son autorité, ce qu'il a commencé à faire depuis le premier jour, la première heure, la première seconde, mais qu'il doit toujours conforter, parce qu'on voit que là, il y a effectivement un déficit qui n'est pas comblé par la présence à ses côtés, qui n'est pas totalement comblé par la présence à ses côtés de Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, que là, vous confie les ministres... certains d'entre eux, il y a un manque, ils ne savent pas comment régler le problème, puisque Gérard Collomb a été très précieux pendant toute la campagne, ça a été un des premiers et des plus fidèles, mais ça ne le fait pas, ça le fait d'autant moins... Il y a un blocage avec les syndicats de police, et c'est pour ça que le président fait le job. C'est pour ça, mais ça le fait d'autant moins qu'effectivement, sur le fond, les policiers, ils ont la société a un problème avec les policiers, puisqu'ils ne leur donnent pas suffisamment la considération qu'ils méritent. Je vous rappelle qu'il y a un an, c'était François Hollande qui recevait les policiers à l'Élysée, justement, et qui avait un plan qui était préparé en leur faveur, et on voit bien que ça ne suffit pas, que ça n'a pas suffi. Ils les avaient déjà reçus parce qu'il y avait une crise déjà majeure avec les policiers. Une crise, donc là, il faudra... C'était une réunion d'urgence à l'époque. Il faudra les payer de mots, mais pas seulement. Il faudra trouver autre chose. Alors, vous avez remarqué, toutes et tous, le t-shirt de Sophie de Menton, j'aime ma boîte, donc on va parler d'un de vos amis. Pierre Gattaz a en effet hier fait une proposition concernant les chômeurs et leur quête de recherche d'emploi. Mais avant, je vous propose de réécouter le président, vous allez comprendre pourquoi. La vraie inégalité aujourd'hui, c'est l'inégalité de qualification. On a 3 fois plus de chances d'être au chômage lorsqu'on n'est pas qualifié. Et donc, la vraie transformation sur ce sujet, la vraie protection, c'est de former. Aujourd'hui, on forme essentiellement les salariés. Nous allons donc réorienter la formation et former beaucoup plus les chômeurs. Je veux aussi qu'il y ait un contrôle assumé et que celui ou celle qui se trouve en situation de chômage, dans les premières semaines où il tombe au chômage, on puisse lui faire un bilan personnalisé de compétences. Et qu'à la lumière de celui-ci, on regarde, est-ce qu'il y a des offres qui peuvent lui être données? S'il y a des offres décentes, raisonnables, alors il faut qu'on s'assure qu'il recherche bien de manière active un emploi, donc il faut vérifier les efforts qui sont faits, et il faut vérifier que ce n'est pas un multirécidiviste du refus. Eh bien voilà, et pour le patron du MEDEF, on en vient, il faut contrôler, tenez-vous bien, les chômeurs tous les jours pour leur bien, et surtout pour être certain qu'ils cherchent bien. Ça va, Sophie de Menton ? Ça va très bien. Ça va d'autant mieux que tous les jours, il se passe des catastrophes, quand on parle de l'entreprise, quand on parle de l'économie, du chômage, etc. Et il y a un jour dans l'année où les Français ont décidé de dire pouce
et de dire j'aime ma boîte. Ils sont 69%. Et ils sont 78% des moins de 30 ans à résister à tout ce qu'on peut dire tous les jours sur l'enfer du travail, sur le harcèlement au bureau. Non mais j'en reviens parce que le temps passe, il est 9h36, nous sommes en direct, sur le contrôler les chômeurs tous les jours. Tous les jours, j'ai pas très bien compris ce qu'il avait voulu dire. Mais le fait est que, et je prends des précautions parce qu'on ne peut pas dire les choses telles qu'elles sont, on généralise. Je prends des précautions. Il y a des abus concernant le chômage. Il a le droit de le dire, même si ce n'est pas une insulte aux chômeurs, même si ce n'est pas la majorité. Il y a des abus. Au nom de quoi est-ce qu'on laisserait tomber le fait qu'il y a des gens qui trichent? Et il y a des gens qui trichent, et il y a des phénomènes croissants que les patrons connaissent, dont la non-présentation sur le lieu de travail, dont l'abus dans les secteurs en tension. Et c'est évidemment ceux qui trichent ne sont pas ceux qui ont besoin de boulot et qui souffrent. Ce sont des gens qui savent que leur métier est en tension, qui quittent leur boîte et qui se prennent 6 mois. Ça existe. Simplement, on ne peut plus aujourd'hui dire les choses telles qu'elles sont parce que c'est généralisé, c'est un scandale. Donc, il a été maladroit sur tous les jours parce que d'abord, je ne vois pas comment. À part ça, il n'a pas tort. D'accord. Alors, tous les jours maladroit, mais quand même, ça a été dit, c'est le patron du MEDEF. Moi, je suis d'accord avec lui. Il faut faire un petit retour en arrière quand même. Emmanuel Macron nous a annoncé une réforme révolutionnaire, c'est-à-dire la possibilité de démissionner et de bénéficier d'un accompagnement en prestations sociales. Et il dit, voilà, le contrôle n'empêche pas la bienveillance. C'est pas parce qu'on fait la mesure de l'audience que voilà, on fait du contrôle. On veut voir ce que le téléspectateur aime. Quand on dit faut pas picoler, et ben, de temps en temps on met des gendarmes. Donc on est ici pour parler d'image et pour parler de com. En termes d'image, c'est important. De com et d'image. Ça ressemble quand même à un flicage journalier. Non, c'est pas un flicage journalier, Christophe. Ça veut dire aussi que ça met en valeur une réforme qui doit être une réforme contrôlée, mesurée et qui sera une formidable avancée sociale si elle est mise en place pour les salariés, mais aussi pour les indépendants. Nicolas Domenach, il a créé des journaux qui ont eu des positionnements politiques plutôt à gauche. Ça ne l'empêche pas d'être bienveillant, mais de contrôler aussi certains... Et il met en valeur certains collaborateurs, je suis pas sûr qu'il vous suive. Collaborateurs. Vous avez compris, Nicolas ? Donc moi, je pense qu'il faut arrêter de penser que chaque fois que le patronat parle, c'est du flicage. C'est aussi un moyen de communiquer sur une bonne mesure. Domenach dira ce qu'il pense de son statut de meilleur allié du MEDEF. Mais, tiens, donc c'est nouveau, je le note. Truc un peu particulier, mais voilà. Macron, il dit dans son intervention... Une chose, il a une formule qu'il a préparée. Il dit il faut que les riches deviennent premiers de cordée. Et il dit je vais faire la formation professionnelle. Là-dessus, pourquoi pas ? On regarde ça, parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que si vous avez une cordée, vous pouvez avoir un génie de la montagne en tête de cordée. Si les 5 types derrière, ils sont en tongs et qu'ils n'ont pas de piolet, ils ne monteront pas la montagne. Et donc, il faut aider ceux qui sont en bas de la cordée à faire. Premier élément. Deuxièmement, je crois qu'on peut être tous d'accord là-dessus. Après, le gâtase, j'ai envie de dire que c'est presque devenu les gâtaseries, c'est presque un nom commun, quoi. C'est de la propagande. Écoutez, comment on peut dire qu'il va y avoir un système de contrôle journalier ? Il y a un moment donné, quand on dit des absurdités, on peut avoir toutes les sympathies qu'on veut avec les gens. Il faut dire que c'est une absurdité. Ça ne se fera pas. Il n'y a pas un pays au monde où on les contrôle tous les jours. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le matin, il y a un flic qui va voir les chômeurs pour dire est-ce qu'aujourd'hui, tu as bien les rendez-vous ? Est-ce qu'on va comment on va les contrôler ? Donc, on ne peut pas le faire. Voilà. Et si on doit contrôler, moi je suis assez pour le contrôle de la publicité mensongère et de contrôler les gens qui ont dit qu'ils allaient créer 1 million d'emplois et qui n'ont pas commencé à le faire. Le fameux fake news. Allez, on termine avant de changer de sujet avec Nicolas Domenach. Oui, non, j'ajouterais quand même d'abord que moi il y a une idée de fond qui me déplaît, même si Sophie de Menton essaye d'éviter tant qu'elle peut la généralisation, qui est que les chômeurs seraient des feignants. Hein, ça, c'est vraiment partagé, mais de manière absolument insupportable. C'est l'idée qu'il y a derrière tout ça. Quoi. Le second point, moi, je croirais Gattaz, que je trouve nuisible pour le patronat par ailleurs, je le croirais le jour où il me dira... Au fond, on va lutter contre les fraudes des patrons aux prestations sociales, je veux dire toutes ces sommes qui ne sont pas versées, qui sont alors vraiment une fraude tellement supérieure à la fraude des chômeurs, c'est sans commune mesure. Alors le jour où il me dira ça, on va être impitoyable avec nos fraudeurs de chez nous. Eh bien, en même temps, je demande à ce que le chômage, que les truqueurs du chômage soient contrôlés davantage. Je le croirais, mais il n'a jamais dit ça. Je veux dire, il n'a jamais pris l'entreprise comme un ensemble, qui paraît.
non, c'est pas vrai. Mais comment osez-vous dire ça? On a créé des boîtes tous les 4. C'est pas parce qu'il y a des salauds de patrons que nous, on est d'accord de les protéger. Il faut oui, les mais condamner, il dit jamais ça. Là, il dit juste il y a une réforme. Et cette réforme, il faut lui appliquer un contrôle. Mais Pôle emploi a déjà mis en place des systèmes de contrôle. Caricatural. Là, on est caricatural. Personne ne pense qu'il faut encourager telle ou telle personne à tricher avec les prestations sociales, avec le chômage. Personne ne dit qu'il ne faut pas de contrôle. On réagit à une absurdité qui est on va les contrôler tous les jours, car chacun sait que ce n'est pas possible. Et deuxièmement, Nicolas a raison de dire que un discours équilibré, c'est de dire je me bats contre toutes les délinquances, je me bats contre toutes les insuffisances. Contre la délinquance politique. Et c'est vrai, notamment, bien sûr que oui. On ne bat pas. Là, et quand on fait une taxe illégale au patron, sur les patrons. Ça serait bien que le patron non pas des chefs d'entreprise, des patrons, parce que ça, c'est très relatif, mais patron du MEDEF disent aussi qu'il engage des actions et des actions déterminées contre la délinquance de certains qui peuvent être ses adhérents. Ce ne serait pas honteux de contrôler tous les jours les fameux patrons dénoncés par Nicolas Domenech. La majorité des patrons condamnent ces gens qui sont des vrais salauds de patrons, et nous les premiers, et j'espère vous, Jean-Luc, parce que vous en êtes un également. Mais c'est pas forcément les gros. Je ne vois pas beaucoup de campagnes menées par le MEDEF là-dessus, je me trompe peut-être, et si on me donne l'ensemble on n'a pas besoin, les campagnes contre le MEDEF, c'est tous les jours, et vous en faites partie. Si vous me les donnez... Tous les jours, les campagnes contre le MEDEF, c'est un mot honni. Je reconnaîtrai que je me suis trompé, mais pour le moment, j'en vois pas beaucoup. J'aime beaucoup ce débat. Je vous promets que dès que le MEDEF fait une grande campagne pour essayer de purger éventuellement les écuries qui ne sentiraient pas bon, on en parlera et Sophie de Menton sera là. Elle pourra souffler tout ce qu'elle veut et Nicolas Domenech apporter ses solutions. Dites, il y a une nouvelle qui est tombée hier. Omar Sy a décidé d'arrêter la promo de son dernier film, Knock. Pourquoi? Qualité du film, premier retour de la presse. Il semblerait que non. En cause, ce qui va suivre est un certain Éric Zemmour. Séquence. Il y en a un qui est atteint apparemment de cabourophobie. On l'écoute, on n'est pas obligé de réagir, mais on l'écoute parce que vraiment il a un problème. C'est toujours flatteur d'être traité de guignol par un guignol. C'est toujours intéressant. Lui, au moins, c'est la personnalité préférée des Français. Très bien, c'est très bien. Je m'en moque complètement. Alors ça, c'est Éric Zemmour qui parlait de vous, Omar Sy, dans C'est à vous sur France 5. Comment vous réagissez? Je n'ai pas envie de réagir, en fait, parce que tout simplement, l'extrait qu'ils ont montré dans C'est à vous, c'est un extrait, justement, où volontairement, je ne cite pas Éric Zemmour, parce que j'ai pas envie de lui donner d'intérêt. Et aujourd'hui, moi, je vais lui répondre... Non, bah oui, déjà, faut plus qu'il soit invité, parce que c'est un criminel. Il a été condamné pour incitation à la haine. Et donc là, on participe à ce système, et là, vous m'obligez à lui répondre. Non, mais je suis obligé de répondre. Posez-vous la question la prochaine fois que vous faites un truc comme ça, c'est que en fait, vous lui faites un joli cadeau. Et donc, Anne-Elisabeth Lemoine, en lui passant l'extrait qui date de 2 ans, où je ne le cite pas, elle associe son nom au mien, c'est le pire qui puisse m'arriver. Je n'ai aucune envie de me rouler dans la boue avec les cochons. Maintenant, je vais m'arrêter là-dessus. Voilà, et on en parlait pendant le sonore, Anne-Elisabeth Lemoine d'ailleurs s'est excusée sur son traitement de l'info. Vous avez entendu, il y a un criminel dans l'histoire. Eh bien, la parole est au criminel dans l'histoire. Ici même, je crois, Omar Sy a demandé qu'on ne m'invite plus nulle part et m'a traité de criminel. Je voudrais simplement lui signaler qu'un criminel, c'est quelqu'un qui commet un crime. Je sais bien qu'entre Trapp et Hollywood, il n'a pas eu le temps de maîtriser la langue française, mais quand on me traite de criminel, je réponds, voyez, moi, je n'attaque pas en justice. Je pourrais l'attaquer en justice pour diffamation. D'ailleurs, entre parenthèses, un criminel, lui, il en a côtoyé, si je crois, les médias, puisqu'il était très ami avec M. Weinstein. Et conséquence de ce mélange et de cette polémique, donc Omar Sy a décidé d'arrêter la promo de son dernier film. Ça vous inspire quoi, ces joutes médiatiques ? Écoutez, vous savez que moi j'ai débattu pendant des années et je continue avec Éric Zemmour, donc il y a des mots que je n'emploie pas le concernant comme criminel et je pense que ça le valorise de le traiter comme cela. Je pense qu'en plus il a été battu lors de l'élection présidentielle, que tout ce qu'il représentait, tout ce qu'il développait comme thématique décliniste s'est fait enfoncer et qu'il est désormais vraiment pas en situation de donner des leçons à tout le monde. Je veux dire il faudrait qu'il commence à prendre conscience de ce qui s'est passé dans la société qui a basculé vers au fond, un univers, un avenir différent de sa nostalgie qu'il cultive très, très régulièrement et très obstinément. Donc, je pense pas qu'il faille le martyriser. Il n'aime que ça en termes de communication. Donc, c'est une erreur. Et vous comprenez qu'un acteur décide d'arrêter la promo de son film pour éviter qu'on lui reparle à chaque fois inlassablement ? Quand le film est mauvais, oui. Il y a eu une très mauvaise critique du film et je me demande si c'est pas un peu lié à ça.
Donc je trouve tout ça navrant. Vous l'avez vu le film? Moi, je n'ai pas vu. Non, j'ai vu les critiques. Ouais. J'ai vu les critiques. Non, je dis, il y a de très mauvaises critiques. En revanche, je trouve ça navrant. Je trouve que d'ailleurs, même ça pesantir là-dessus, c'est des espèces d'égos qui s'affrontent. J'aime beaucoup Omar Sy comme acteur. Zemmour ne dit pas que des bêtises. Et je trouve que justement cette mayonnaise montée en épingle, on va quand même pas prendre parti pour l'un des deux. C'est ridicule. C'est absolument pas le but. On parle juste effectivement de cette image. Qui veut réagir? Et on a un autre Zemmour à vous proposer dans un instant. On est un peu... Bah allez-y. Vous voulez? Ouais. Alors on revient justement, et vous en parliez tout à l'heure, et vous aussi Sophie de Menton, sur une actualité. Ça risque de faire du bruit. On part bien évidemment du hashtag Balance ton porc. Réaction d'Éric Zemmour. Moi, vous savez, dès que je vois une meute, je me méfie. Et là, en plus, c'est vraiment des méthodes étonnantes, quoi, de délation. C'est-à-dire, pendant la guerre, on aurait dit de libérer la parole aussi. Dénonce ton juif, ça aurait été parfait. Donc il faut, je veux dire, il faut... dis donc, vous m'avez dit que la différence avec les autres émissions, c'est que vous n'atteignez pas le point Godwin. Là, on y est. Non, mais... Ou alors, je sais pas, moi, dénonce n'importe quoi. Je veux dire, c'est de la délation, point une barre, c'est tout ce que c'est. Réaction, là aussi, sur ce plateau. Alors, je ne sais pas si Nicolas Domenech, qui a effectivement débattu très longuement avec... ou Jean-Luc. Pardon. Non, moi, j'ai dit... Sur Omar Sy, ce qui est désolant, c'est que c'est le degré zéro du débat public, quand même. Criminels, les beaux à la place des autres, etc. Et puis la réaction de Zemmour, qui est quand même avec une petite saloperie à la fin sur le fait qu'il connaît pas bien la langue française. Bon, très bien. Donc il connaît un producteur aujourd'hui. Oui, enfin bon, ouais, parce que alors, franchement, si c'est ça la culpabilité, il y a beaucoup d'acteurs français qu'il faut interdire de films parce qu'il y en a pas mal qui le connaissaient quand même. Donc non. Et ce que je veux dire, c'est que c'est navrant parce que la logique d'Éric Zemmour se nourrit de cette violence dans le débat, de cette dureté, finalement, du schéma que l'extrême droite veut imposer au débat politique national. Parce que c'est ça dont elle a envie. Depuis toujours, l'extrême droite, elle n'est pas fleuret moucheté. Elle est dans cette violence. Elle a été parfois servie par ses propres opposants qu'on nourrit cette violence dans le débat. Donc, c'est évidemment pas lui rendre service. Après, je suis effaré par ce que dit Zemmour sur... Balance ton porc. Moi, je vais dire un truc simple. J'en ai ras-le-bol des bourrins qui expliquent aux femmes que, quand même, faut pas exagérer, c'est jamais qu'une main au cul, c'est jamais qu'une insulte, c'est jamais qu'un mot de travers, faut pas exagérer, faut pas se plaindre, il y a la drague, on peut être un peu lourdingue, c'est le charme français. Eh bien non. Atteindre au corps de quelqu'un, que ce soit une femme ou un homme, l'insulter sur son sexe et sur son genre, ça n'est pas le charme français, c'est de la connerie française. Et donc, il faut le combattre. Et tous ceux qui expliquent que c'est pas si grave que ça se rendent complices de cette jusqu'à parler de délation. Et c'est insupportable. Mais enfin, écoutez, comment on peut comparer parce que ils considèrent donc que les femmes qui vont dire aujourd'hui dans un espace qu'elles témoignent, qu'elles disent qu'elles n'en peuvent plus, c'est comparable aux salauds qui, pendant la guerre, dénonçaient leurs voisins juifs. Comment on peut imaginer ça? Comment on peut avoir... C'est pire que le point Goldwyn, c'est du révisionnisme à l'envers. C'est une insulte aux victimes et aux juifs de pouvoir comparer qui sont morts pendant la Shoah, de considérer que c'est la même chose. Donc c'est inacceptable. Je vais vous dire, c'est pas facile d'être une femme sur ce plateau. En tout cas, il y en a un qui m'a traité d'imbécile, l'autre qui sait mieux que moi ce que ça veut dire. Si, l'imbécile, regarde le doigt. Non, mais il doit vous arriver de parler des hommes. C'est pas interdit non plus, vous voyez ce que je veux dire. On parle de temps en temps d'un genre qui n'est pas le sien. Absolument. Ou alors sinon, vous faites les émissions toutes seules si vous pensez qu'on n'a pas le droit de parler de ce que ressent une femme. En tout cas, il y en a des dizaines de milliers qui, hier, sont allés dire un certain nombre de choses. Elle a le droit de penser que tout ça n'est pas si grave. Elle pense que c'est grave, parce qu'elles l'ont vécu. Je vais préciser calmement les choses. Il s'agit de Twitter, il s'agit d'un hashtag. On sait ce que c'est que Twitter, on sait ce que ça représente. On sait que ça ne représente pas la population. On sait que, et Dieu sait si je ne suis pas d'accord, mais là encore, ne généralisez pas. Zemmour a raison. Je trouve que dénonce ton porc. La comparaison avec les Juifs est inadmissible. Comment vous pouvez supporter une comparaison vers ça? C'est ce qu'il a fait.
Monsieur, je suis en train de dire que l'appel à la délation est quelque chose que je ne supporte pas. Dénonce ton porc. Et alors les criminels, il ne faut pas les dénoncer. D'abord, mais c'est dans la loi, madame. C'est la loi. La loi, vous trouvez insupportable la loi française qui dit qu'on ne peut pas être complice tout ce que je dis. par le silence. Vous déformez Vous tout dites ce la que délation. je dis. Je dis que l'appel à la dénation de ce hashtag dénonce ton porc est insupportable. Ah ouais, je n'aime celle-là, pas d'ailleurs. celle-là, pas les autres. Et puis ton porc, comme si chaque femme avait un porc. Je pense que les hommes ne sont pas tous des porcs. Je pense que, les femmes en général, vous parlez pour elles. Je pense qu'il y a des degrés. Là, vous n'avez fait aucun degré dans quoi que ce soit. Vous entendez la musique? Allez-y, vraiment. 2 secondes. Je pense qu'il ne faut pas tout mélanger, que c'est très grave de mélanger tous les degrés de harcèlement qu'il peut y avoir au niveau des femmes et que c'est grave d'encourager la délation. Vous savez que c'est puni par la loi quand même. Hein. Merci à tous les 4. Merci à vous de nous regarder. On se retrouve demain à 9h, même endroit. La République LCI, c'est tout de suite. Et on va poursuivre ce débat. Hors antenne, on vous en donnera les meilleurs extraits, à mon avis, à suivre dans la médiasphère.